contribution pour ces journées sur la transition, elle sera peut-être plus méthodologique que vraiment un rapport des activités qu'on a développées en Argentine et au Chili l'an dernier. Méthodologique parce que bon, j'ai senti que c'était je pouvais apporter quelque chose par mon expérience comme coordinateur de précédente ANR et aussi mon intérêt, disons, pour certains cadres méthodologiques qui m'ont apporté beaucoup et que je voudrais faire partager. Je pense que tous ceux qui sont préoccupés, intéressés ou préoccupés, inquiétés de l'interdisciplinarité, de la manière de... Surtout quand soit qu'on a la fonction de coordinateur, soit qu'on cherche simplement à interagir, préoccupé par le fait d'avoir affaire à un troupeau de chats, non, comme certains disent des fois. C'est-à-dire que ça devient vite très, très compliqué quand vous avez 4-5 disciplines, des sciences. On parle d'interdisciplinarité large, c'est-à-dire sciences humaines, sciences inhumaines. Et donc, moi, je l'ai constaté, c'est-à-dire qu'il y a des réunions, les gens ils sont là, mais ils ne comprennent pas, et ils ont raison, c'est-à-dire chacun est dans son truc et il veut continuer à approfondir, c'est légitime, mais il s'agit de faire un programme en commun. Quand c'est pas encore un programme de recherche et action, donc ça veut dire qu'en plus, cette troupe de chats, elle doit s'adresser aux tigres qui sont dehors, et donc c'est pas très simple tout ça. Or, bon, je sais pas si c'était un hasard, mais j'ai trouvé certains cadres conceptuels qui m'ont beaucoup aidé pour gérer ça. Donc de cette interdisciplinarité-là, c'est de ça que je voulais vous parler. L'interdisciplinarité, j'ai lancé quelques mots, interdisciplinaire, transdisciplinaire, recherche-action, et puis aussi l'idée de transformation, de s'intéresser aux transformations. Dans nos domaines, en tout cas, dans mon domaine, moi je suis agroécologue, sans avoir jamais été agronome, donc je ne sais pas non plus ce que c'est que l'agronomie, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. On s'intéresse finalement pas beaucoup aux changements, aux transformations. On étudie les choses comme elles sont, ou on étudie des réactions à je sais pas quoi, moi, le défaut d'eau, l'excès d'engrais, que sais-je, des choses comme ça, mais pas vraiment des grands changements. Alors, sciences humaines, on est beaucoup plus habitué, je crois, à ça, parce qu'on prend plus facilement aussi en compte, en tout cas pour certains, une dimension temporelle. Donc le changement, forcément, il finit par sauter aux yeux quand c'est pas l'objet même de la recherche. Voilà, ça fait partie des premières distinctions qu'on peut faire. Donc on s'intéresse aux environnements et aux sociétés en transformation, en changement. Des changements qui peuvent être locaux ou globaux, qui peuvent être très graduels ou au contraire catastrophiques. Ils sont donc de différents types. Dans tous les cas, ils sont générés par des processus qui sont très nombreux, très divers, d'échelle de temps et d'espace aussi, d'impact spatiaux distincts. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi ? Ça devient vite... Donc, une question typique, par exemple, qu'est-ce que c'est que la durabilité d'un système agricole dans un contexte donné, la durabilité en termes environnemental, social, économique, donc les trois, on ne va pas se focaliser que sur un. Qu'est-ce que c'est que la durabilité, par exemple ? J'aime pas du tout ce terme, mais on va pas discuter non plus encore là-dessus. Ou la soutenabilité d'un système agricole, par exemple, ou d'une société. Vous pouvez changer l'expression et dire d'une société, d'un système agraire ou d'une société rurale. Vous voyez, ça devient vite multidimensionnel, multi-échelle, difficile à maîtriser. Alors il y a des modèles théoriques qui représentent des dynamiques. Bon, un des premiers, c'est les courbes de croissance logistique qui sont représentées ici à gauche. Ça ne va pas nous mener loin. On prend des choses plus sophistiquées, la théorie des catastrophes, tout ça. En réalité, sur des cas pratiques concrets, on est très vite limité par ça. Une seule équation ne peut pas résumer cette diversité des questions et des enjeux auxquels on est confronté. Le plus souvent, on sait qu'on a donc des systèmes qui ont donc des structures, des formes, c'est une première chose qu'il faut caractériser, et des fonctions, c'est-à-dire un mode de fonctionnement, donc des dynamiques, qui occupent des hiérarchies, d'espace, de temps et des processus aussi.
Typiquement, si on s'intéresse à une question agraire, on va avoir peut-être dans les échelles un peu courtes des activités locales qui sont quotidiennes, le travail des gens, leur organisation, quotidienne et plus que quotidienne. Ils font des plans, ils font des projets aussi. On va avoir une dimension, si on est dans le monde agricole, de fertilité du sol. La fertilité du sol, elle est hyper locale, elle change d'un mètre à l'autre, mais alors elle se détermine sur des siècles ou voire des milliers d'années. Vous avez les phénomènes de migration temporaires ou pas, des populations qui vivent dans cet endroit, dans ce système. Ils sont connectés ou pas à un marché qui peut être international, donc qui réagit relativement vite, mais pas non plus quotidiennement peut-être, et qui est une dimension qui, elle, peut être jusqu'à globale. Vous ajoutez des normes, vous ajoutez des capacités d'innovation. Derrière tout ça, il y a toujours, et toujours, le climat, qui, j'aurais pu le faire baisser encore plus, qui change d'heure en heure, mais qui a des dynamiques millénaires et auxquelles on est soumis aussi, et qui nous inclut. Et si c'était pas suffisant, donc, qui correspondent à autant de disciplines, si on veut. Chacun peut se retrouver un peu là-dedans, qui n'est pas exhaustif. Et tout ça, bien sûr, ça interagit. Le climat va déterminer le marché international, les normes vont régir les activités locales et tout ça. Donc, tous ces différents domaines qui peuvent déterminer des systèmes sont en interaction. C'est impossible à mettre en équation. Donc on peut se tourner vers ce qu'on appelle des théories plus inductives. Hier, j'ai entendu une expression que j'ai reprise tout de suite, des théories inspirées, c'est-à-dire qui prennent des faits, des observations, de la réalité, pour essayer d'en déduire des régularités, voire des règles de fonctionnement. Il s'agit, avec tout ça, de faire de la science, c'est-à-dire à la fin d'aboutir à quelque chose qui présente une certaine cohérence conceptuelle. Donc l'idée le mot, c'est pas moi qui l'ai défini, donc j'en aurais peut-être choisi un autre, échelle, changement d'échelle, mais on parle beaucoup donc de hiérarchie. Simplement, non pas pour donner une idée de domination, mais pour une idée d'organisation, d'emboîtement, en vérité. La panarchie, donc, il tient ce mot archi dans sa structure. Elle part de deux idées très très simples. Peut-être que mon exposé pourrait se terminer avec la diapo juste suivante, et on verra si c'est suffisant pour accrocher des questions. Donc la première idée très simple, c'est que tout système est emboîté dans un autre et il est fait de composantes. Vous avez un individu, il appartient à une famille, à un groupe social, se trouve dans une nation, je sais pas moi, une feuille, un arbre, une forêt, un paysage, toute chose est ainsi. Et sous la feuille, vous pouvez descendre encore aussi. Donc il y a les systèmes font chaîne, disons, ou boîte plutôt, comme des poupées russes. Ils sont inclus les uns dans les autres. Donc avec une relation de dépendance, forcément. Et l'autre idée très simple, c'est que tout système, une feuille, je sais pas, une voiture, un empire, une galaxie, une noix de coco, un jour ça apparaît, ça naît, ça croît, ça mature, et puis ça finira par disparaître, donc se reprendre, se réorganiser. Bon, ça c'est posé comme une loi générale. La panarchie, c'est uniquement ces deux choses-là, c'est-à-dire que le petit est dans le grand et c'est pas l'inverse, et que tout système suit une évolution tôt ou tard. Donc là, si on parle de résilience, si on parle de durabilité, l'idée, ça va être évidemment de chercher à se maintenir, c'est-à-dire à rester, à croître ou à rester mature le plus longtemps possible, à se maintenir. C'est ça, les panarchies. Alors, donc ce sont les deux idées de base, et les panarchies s'organisent de cette manière, c'est-à-dire, donc on représente dans un repère d'échelle, donc croissante, des systèmes emboîtés les uns dans les autres. On va essayer de caractériser leur stade. Est-ce qu'ils sont
à peine en réorganisation, début d'organisation? Est-ce qu'ils sont en phase initiale de croissance? Est-ce qu'ils sont déjà sclérosés, finissants? Ou est-ce qu'ils viennent de se détruire, de se transformer totalement, de se réorganiser? On caractérise donc pour chacun ce stade et faisant cela, comme les systèmes sont emboîtés, en fait, on fait appel à des disciplines différentes. Donc, chaque discipline est sollicitée pour apporter l'information les observations, les faits, encore une fois, de la réalité qui permettent de caractériser le stade. Et à ce moment-là, on voit apparaître des connexions ou des interactions particulières entre ces systèmes emboîtés, et donc des dépendances qui sont plus significatives, plus fortes que d'autres. Ça aide donc à débrouiller, on va dire, la confusion à laquelle on est confronté quand on commence à aborder n'importe quel système qu'on connaît plus ou moins. Oui, bon, là je reprends simplement ces termes. Hein, donc ce sont les systèmes. On cherche quand on aborde une question, à voir quelles sont ses composantes, quelle est son organisation, sa structure. Il faut d'abord partir de la structure, telle qu'on la voit aujourd'hui. Ça, c'est capital, ce qui permet de définir des échelles. La famille est dans une société ou dans un groupe. Donc définir ça, et ensuite, par les études de diagnostic, donc tout ce qui peut faire diagnostic dans toutes les disciplines, essayer de voir, en termes de transformation, cet objet, il en est où? Et d'articuler cela. Alors, bon, je ne sais pas si c'est suffisant déjà pour lancer une discussion, un débat. Est-ce que ces deux idées très simples de hiérarchie, c'est-à-dire d'organisation emboîtée. Quand j'ai présenté ça à des collègues, je crois qu'ils bloquaient sur le mot hiérarchie, c'est-à-dire que bon, pour tout dire, c'était des sociologues, et alors ça les hérissait. Bon, alors, mettons autre chose, si vous voulez, échelle, si vous voulez, mais simplement parce que le mot panarchie, il a cette racine archi, donc je reprends, et parce qu'en écologie, la théorie des hiérarchies, ça avait un sens, et ça leur posait pas de problème métaphysique à ces gens-là. Donc il y a des hiérarchies et il y a des... Alors là aussi, les initiateurs, là c'est Holling qui a proposé ça, c'est pas d'hier exactement, hein, c'est des années 80. Il a utilisé, les anglo-saxons, il a utilisé le mot de cycle adaptatif. Ça a donné beaucoup de malentendus, c'est-à-dire que les gens voient cette boucle comme quelque chose de fermé qui se répète à l'infini, et donc on lit très facilement dans les littératures, non, ça n'est pas possible, c'est une ânerie, on n'a jamais vu des choses qui se répètent comme ça. Et évidemment qu'on n'a jamais vu ça. C'est pas non plus la pensée de Holling. La figure, elle est séduisante, mais elle est peut-être un peu trompeuse aussi. Il y a d'autres façons de représenter des boucles qui sont simplement des sortes de cercles, mais qui sont toujours ouverts. L'important ici, c'est ce truc-là. C'est que le ruban, quand on passe en réorganisation, en fait, il est ouvert, il peut partir sur autre chose. Donc il ne s'agit pas, et jamais, dans un cycle adaptatif, de répéter ce qu'il y a eu avant, dans le passé. Ça ne se présente jamais comme ça, ou rarement. Il y a effectivement des choses qui renaissent, mais c'est plutôt exceptionnel que la norme. Et une première chose. Une autre, c'est que... Alors, peut-être que là, je vais quand même avancer avant de... Voilà une autre façon de représenter. On a toujours les 4 phases, c'est-à-dire on a une phase d'initiation qui est R, puis une phase de croissance, d'accumulation, qu'on va appeler K, qui, tôt ou tard, peut déboucher sur une destruction, disons, un collapse, oméga, et on revient à une réorganisation. Mais, c'est là que la bande du 8, là, du signe infini qui est ouvert, ça signifie, pour marquer qu'il y a des courts-circuits. C'est-à-dire que ce n'est pas inexorable. Il ne s'agit pas d'aller de K à oméga, de la maturation à la destruction. Absolument pas. Sinon, il y aurait peu de choses qui seraient encore observables aujourd'hui. Il y a des courts-circuits, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller d'une phase de maturation extrême à une réorganisation, qui est représentée par ces flèches. Et de fait, presque tous les courts-circuits sont possibles. Il y en a quelques-uns qui sont impossibles. On ne peut pas aller directement d'une destruction complète à une maturation, par exemple, ça, non.
mais il y a de nombreux court-circuits. Donc il y a beaucoup de malentendus qui viennent autour de la panarchie, viennent de ça. Je pense que c'est d'avoir mal compris les boucles, ce que moi j'appelle des boucles, pour signifier qu'elles peuvent rester ouvertes, qu'elles se défont, et c'est pas des cycles qui se répètent, c'est pas les saisons, quoi. Ça n'existe pas. Et c'était pas la pensée de Holling, mais il a utilisé ce mot de cycle adaptatif, et c'est celui qu'on voit le plus souvent encore, utilisé dans la littérature parce que c'est entendu comme ça. Voilà. Et donc, je vais vous parler de connexions particulières pour donner un exemple peut-être effectivement de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a, par exemple, identifié 3 systèmes emboîtés. Typiquement, dans ce que j'ai pu étudier dans les Andes, on avait les familles comme lieu de décision et d'intervention dans le domaine agricole, dans ce cas-là. Les territoires, parce qu'il y a des décisions qui sont communautaires dans les cas qui nous concernent, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Mais donc il y avait un territoire communal, et puis il y avait une société englobante qui vient avec ses normes et ses conditions générales. Quand on a comme ça trois niveaux au moins identifiés, on peut, dans certains cas, trouver donc des relations particulières selon l'état dans lequel se trouve chacun des systèmes. Un exemple, parce qu'il est facile, rapide à dire, ce que les auteurs, ce que Holling et Gunderson ont appelé une relation de révolte. Par exemple, la propagation d'un feu de forêt dans une forêt plantée. Ça veut dire d'une seule espèce, le même âge, comme on voit hélas très très souvent au Chili par exemple, et je crois pas rarement chez nous non plus. Le feu, ça va être toujours un événement hyper ponctuel, c'est très petit et c'est instantané, ça se fait à ce moment. Voilà. Il va se propager, plus ou moins. Il peut s'éteindre là à l'instant même, ou il peut se propager. Donc le feu, si on le prend à l'échelle petite, c'est une situation de destruction. Ce qui va être détruit par le feu, c'est ce qu'on appelle oméga, disons, une destruction. Cette destruction, si elle a lieu dans un système forêt plus large, donc ce qui est la boucle du dessus, une forêt plus large qui est de ce type et qui est monospécifique, hein, elle a donc ce qu'on caractérise par K, c'est-à-dire le système le plus condensé qu'on peut imaginer pour une forêt. Dans ce cas, le risque est très très élevé que cette petite perturbation, cette destruction, se propage. Elle va se propager parce que l'autre est en cas. Si la forêt était une forêt avec des trous, clairières, toutes sortes de végétation distinctes, la propagation du feu serait beaucoup moins assurée, disons. Donc on aurait une forêt qui serait plus vers R ou intermédiaire entre R et K, que sais-je. Elle ne serait pas dans cet état de monoculture. Et donc la propagation serait sans doute ralenti, voire impossible. Ça, c'est la propagation, ce que Gunderson et Holling ont appelé une relation ou situation de révolte. Il y a aussi des effets des grands systèmes vers ceux qu'ils contiennent. Une des relations possibles, c'est ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire, dans le même cas, si cette forêt monospécifique disparaît, brûle, sans intervention humaine, ou même, alors sans condition, elle sera régénérée ou elle repartira sur quelque chose, la même chose ou autre chose, en fonction du contexte régional. Si c'était entièrement naturel, purement écologique, on va dire, cet espace brûlé, il va se reconstituer par la banque de graines de ce qui est autour. Donc du système englobant. Qu'est-ce qui est autour? C'est son paysage. S'il n'y a pas aucune intervention, cet espace brûlé va recevoir des graines par le vent, par les oiseaux, et il va se recoloniser, va repartir donc dans une dynamique qui va être celle déterminée par l'environnement. Mais même si on est dans un monde anthropisé, c'est pareil. C'est les décisions des gestionnaires du territoire, donc à un niveau plus large, qui vont déterminer ce qu'on va faire de cette forêt brûlée. Donc c'est pareil. Ça ne sera peut-être pas la banque de graines locale, ils vont faire importer des pins Douglas et ils vont les replanter, et ça va être... voilà. Mais donc c'est bien quelque chose de l'extérieur, et non pas de l'intérieur. Voilà, c'est ce genre
de connexion entre échelles, entre systèmes de nature diverses, que je souhaitais vous exposer. Donc on voit ce qu'on voit, donc c'est qu'on a un outil qui est heuristique, c'est-à-dire qu'on part vraiment de ce qu'on a sous la main, des faits, des observations, des connaissances des uns et des autres. Donc premièrement entre disciplines, mais aussi avec les acteurs locaux, comme on a coutume de dire. Donc ça permet de structurer des connaissances qui sont très hétéroclites ou hétérogènes, pour représenter effectivement des dynamiques, c'est-à-dire des transformations qui peuvent être sur des temps très très longs. Il y a quelques publications en archéologie qui utilisent cette approche, ce cadre de concept. Et donc ça permet bien aussi une certaine généralisation après, parce que justement on a obtenu une synthèse, on a pu faire, et on peut aussi comparer des cas distincts, différents. Et enfin, vous avez vu que ça se base quand même beaucoup sur il n'y a pas de formalisme mathématique à cela. C'est un formalisme graphique essentiellement. Et donc c'est, je crois, assez, vous allez me le dire, assez facile pour communiquer, y compris à des non-spécialistes, donc des acteurs locaux. Quand on leur a présenté, je pense, ces deux principes de base d'emboîtement de systèmes. On fait partie de quelque chose de plus grand, où on est constitué de quelque chose de plus petit, et d'emboîtement de système et de boucles de transformation, de changement. Voilà. Je ne sais pas si déjà là, il y a des choses suffisantes pour réagir. J'ai peut-être atteint mes 20 minutes aussi, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est bon ? Est-ce qu'il y a dans l'assistance, comme on dit, dans le chapitre, des gens qui utilisent déjà ce cadre conceptuel ? Oui, oui, tout à fait. Donc merci pour cette présentation. Nous, on l'utilise dans le cadre d'une démarche de modélisation participative, donc en se référant vraiment à ce cadre conceptuel du système socio-écologique complexe, pour aborder des problématiques de gestion des risques sanitaires. Et donc sanitaire, santé, voilà, santé des hommes, des animaux, des plantes, et en prenant justement parce que ça permet de se focaliser sur les interactions entre compartiments d'un système, de manière beaucoup moins artificielle que. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un cadre très intégrant. J'avais une question, moi, par rapport à la notion de résilience, parce que vous l'avez pas évoquée. Oui, non, parce que je l'aime pas trop, mais. Mais pourquoi ? Justement, parce que la question se pose quand on parle d'évolution du système, comment vous posez les termes par rapport à. Le terme de résilience, il y a 1000 définitions. Enfin, moi, ce que je ressens le plus, c'est l'idée, on revient au même, quoi. Et être résilient, c'est à peu près revenir au même. Bon. Alors, il y en a qui vont financer, qui vont dire non, c'est la structure. Enfin, pour moi, c'est trop conservateur. C'est-à-dire, c'est comme la biologie de la conservation ou l'écologie de la conservation. Ni la biologie ni l'écologie ne sont conservatrices. Ça n'existe pas. C'est antinomique. Bon. Et donc, résilience, ça insiste trop sur. Moi, simplement transformation, changement, si vous voulez. Et du coup, je vous soumets une de nos questions de recherche, et le terme, si on parle de santé du système, c'est-à-dire un système qui est capable de se transformer et d'évoluer, système en bonne santé, avec donc c'est une analogie, quoi. Comme voilà. Oui. En écologie, on parle de ça aussi, ecological health, des choses comme ça. Oui. C'est peut-être que pour des individus, pour des êtres humains, des animaux, même des plantes, on comprend bien ce que c'est. Pour une société, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais c'est à construire justement. Ouais, mais ça se construit. Enfin, ça peut être un construit social, la notion de santé de ce type de système. Ça, voilà, c'est-à-dire que ce sera toujours. Encore une fois, pour des individus, on a des critères, j'imagine. On voit assez bien ce que ça peut être. Pour un groupe plus large, c'est forcément une construction. Oui, on est d'accord. Et j'espère qu'on n'applique pas des critères à ce moment-là, parce que ça ne peut pas marcher comme ça non plus. Oui, merci pour cet exposé. D'abord, je voudrais rassurer Julien, parce que cette diapositive, elle me semble tout à fait cohérente avec ce qui va être présenté après, mis à part que je n'ai pas remis le cadre conceptuel, tout simplement parce que quand on travaille avec les sciences dures, ce cadre conceptuel, c'est leur trame de fond. Donc, les sciences dures ne reviennent pas dessus.
Elles ont été biberonnées à ce cadre conceptuel, elles n'en ont pas donc une conceptualisation. Je voudrais corriger un point très important, qui me semble extrêmement important dans ce que vous avez dit. Vous avez dit tout ça ne peut pas être mis en équation. Tout peut être mis en équation. À ce moment-là, on passe à un autre système mathématique, on passe à une approche probabiliste. Si l'équation ne peut pas être résolue, elle va être abordée de manière différente. Tout peut être mis en équation à partir du moment où on est dans le processuel, où on pense en processus, facteurs et variables, et après on va mettre des facteurs. Donc là, vous avez simplifié le système de manière à pouvoir le résoudre avec les boucles de rétroaction, et vous avez donc diminué le niveau de complexité de manière à pas avoir des boucles ou à pas avoir des systèmes qui sont c'est plus le mot interaction, qui vont être en résonance dans certains moments, dans certaines phases, sans avoir forcément été en interaction. Et ça devient extrêmement complexe à mettre effectivement en équation, puisqu'on rentre dans une approche probabiliste, et qui est une autre physique. Voilà. C'est plus que la probabilité. Évidemment, le gros premier obstacle. C'est partie de physique probabiliste, oui, c'est pas pareil. La première partie, c'est effectivement l'idée des probabilités, de l'incertitude. Ça, c'est une chose. Mais là où les équations ne peuvent pas fonctionner, à mon avis, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le fait de conjuguer, de vouloir conjuguer des approches si distinctes. Un archéologue, ce qu'il va vous dire sera déterminant pour ce genre d'analyse, déterminant, et il n'y a pas d'équation pour ça parce que c'est un discours. Vous confondez deux choses. Vous confondez ce que le chercheur fait et ce sur quoi il travaille. Vous confondez objet d'étude et contexte de raisonnement. C'est pas une confusion, c'est assumé parce qu'il s'agit là c'est un cadre heuristique, c'est-à-dire on construit, c'est constructif, on construit la connaissance. Elle n'existe pas là derrière notre dos. Donc ça peut pas être autrement. Ça se base forcément sur il faut trouver un fil de dialogue entre disciplines. Et c'est une représentation des choses. C'est-à-dire, le monde, il est comme vous le voulez. Il y a 1000 angles que vous pouvez prendre. Vous estimez, vous prenez celui qui répond à votre question et aux problèmes posés, éventuellement. Et au problème posé avec la société, si en plus il y a un débat direct ouvert avec des décideurs ou avec des acteurs. Donc c'est une construction. C'est science post-normale. C'est un autre. On n'est pas forcément dans le même cadrage que ce dont vous parlez là. Enfin. Je ne peux pas comprendre ce que vous dites. Moi, j'ai vu que du processuel dans ce qui a été présenté et vous l'exprimez comme non processuel. Donc je suis tout simplement perdue. Voilà. Je n'arrive pas à suivre. Surtout pour un agroécologue, qui doit être extrêmement processuel. Alors, pour ce qui me concerne, j'avais juste une petite observation à faire. D'abord, je découvre la panarchie. J'ai connu bien des systèmes d'anarchie, celui-là, je ne connaissais pas. Mais c'est très intéressant. Et pour ce qui nous concerne, nous, en histoire, lorsqu'on procède à une modélisation, on s'attache à la nomenclature, à la justesse, à la précision de la terminologie. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant, mais il y a, par exemple, certains aspects qui posent pour nous, historiens, problème. Je prends l'exemple de ce que vous avez montré au début de votre exposé, lorsque vous avez individualisé là un ensemble qui va de l'individu à la nation en passant par la famille. Alors l'individu, un physicien nucléaire et moi pouvons nous accorder sur ce que c'est. Par contre, la famille et la nation, c'est extrêmement compliqué. La famille romaine, c'est pas la famille actuelle, elle est nucléaire, elle est biologique. La famille romaine, elle va jusqu'aux chaises et aux tables, j'exagère. Et quant à la nation, inutile d'épiloguer. Donc, c'est très intéressant, mais je dirais que la crédibilité de l'ensemble, la crédibilité pour qui me prend, mais l'efficacité de l'ensemble repose sur une rigueur terminologique, là, dans ce domaine-là, par exemple, qui me paraît... Non, voilà. Alors, j'ai mis cette liste pour vous donner un exemple. Tous ces travaux sont...
ils dépendent du lieu, c'est-à-dire des définitions qui sont données localement à ces choses, si elles existent même. Je ne sais pas s'il y a des sociétés où on passe directement de l'individu à la société, où il n'y aurait pas de famille. Mais bon, après, la famille, c'est la famille comme elle est là, localement, pour comprendre ce qui se passe là. C'est une recherche qui est localisée. Ouais. Ce qui n'empêchera pas, si on utilise ce cadre sur deux contextes très différents, de chercher à les comparer, mais justement, on ne va plus comparer peut-être terme à terme, mais on va comparer des systèmes et surtout des dynamiques entre ces systèmes et des dépendances. Donc, c'est une chose forte que permet ce genre d'approche, c'est de faire une passerelle, disons, entre des définitions et aussi entre des approches, donc des disciplines distinctes. Ça offre, je ne connais pas beaucoup d'autres. Il y a d'autres cadres d'analyse de systèmes complexes. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autres qui donnent tant d'importance à la transformation, à la dynamique et aux interdépendances dans le sens de changement. Comment elle détermine les changements. Et bon, moi, ça m'a un peu sauvé la vie quand j'avais affaire à un agronome, un géographe humain, une spécialiste des migrations, un hydrologue. Qu'est-ce que je vais faire avec ces gens qui ne se parlent pas ? Ou qui s'écoutent poliment, mais ça s'arrête là. Et ça permet de structurer. Après, je ne dis pas qu'il y a beaucoup à critiquer en terminologie déjà. Alors, pour éviter les doutes, si vous cherchez sur Internet, j'allais dire une méchanceté. Bref, les auteurs ont appelé ça panarchie. C'est lamentable parce que le mot, il était déjà pris au XVIIIe siècle. Le panarchie, c'est une utopie politique. C'est comme la monarchie, l'anarchie, c'est la panarchie, c'est tous les systèmes politiques cohabitent. Apparemment, je ne sais pas soit ils étaient ignorants, bon voilà, je l'ai dit, ou bien ils ont considéré que ça n'existait plus, sauf que apparemment c'est encore actif, cette utopie-là. Et donc le mot existe déjà, mais désigne complètement autre chose. Bon. Et si on lit le bouquin de Gunderson, l'étymologie qu'ils en donnent, elle est consternante, quoi. Pan, pour eux, c'est le dieu Pan. Pour des Américains qui ont une route panaméricaine, des compagnies panaméricaines, on se demande où ils ont été chercher ça. Bon, le mot est mal choisi, cycle adaptatif, c'est mal choisi. Bon, tant pis. C'est pas une question anodine. Est-ce qu'on peut bâtir quelque chose de solide sur des termes qui, en tout cas en français, ne nous conviennent pas ? Bon, ça c'est un autre débat. Moi, je suis pragmatique. J'ai trouvé que quelle que soit la manière dont on appelle ça, ça aide, ça peut apporter pas mal de choses concrètement, disons, dans l'interdisciplinarité vécue. Et pas seulement l'interdisciplinarité, mais aussi, encore une fois, je n'ai pas assez insisté, mais le dialogue avec des acteurs, parce que c'était moyen de synthétiser des connaissances très... Imaginez que sans cadre comme ça, aux réunions de restitution, je plante le géographe, l'hydrologue et l'agronome devant les gens pour leur expliquer ce qui s'est passé chez eux. J'ai peur que ça leur paraisse un peu trop... un puzzle avec beaucoup de trous, quoi. C'est un outil de synthèse aussi. Encore une fois, il n'est pas unique, hein, sûrement pas, et on peut le critiquer, mais en tout cas, je pense, peut apporter pas mal de choses dans ce genre de questions à la marge de domaines différents sur des systèmes mouvants, changeants. Oui, Frédéric Tortora du LIRDEF. Je me posais la question justement de savoir, mais finalement vous y avez en partie répondu, quelle était la validité de ce terme de panarchie. Je pense que c'est un système hétérarchique que vous présentez ici, qui me semble aller de soi. Hein. Et si d'ailleurs on s'en tient à l'étymologie de ces formations des mots, mais bon, vous répondrez j'imagine, mais je me pose la question finalement de cette modélisation en boucle adaptative, puisque concrètement, qu'est-ce qui est comparable quand par exemple vous avez quelqu'un qui fait de la permaculture dans son jardin et puis dans l'Europe occidentale et puis une autre personne et puis là en face une espèce de finance haute fréquence qui va avoir des incidences très fortes sur des décisions très volatiles sur le plan géopolitique. Qu'est-ce qui est comparable sur ces dynamiques locales d'un côté, quelquefois ultra-locales, et cette espèce de globalisation
de la répercussion du géopolitique, en fait, et puis de ce qui conditionne aujourd'hui, par exemple, la réaction de certains pays face à des transitions énergétiques et des transitions qui s'imposent, et puis des transitions sociodémographiques très fortes. On est sur des temporalités tellement disparates que finalement, ma question, c'est que faire de ces boucles adaptatives avec une telle volatilité des paramètres, en quelque sorte. Si la question c'est comment comparer des situations si distinctes, enfin vraiment trop hétérogènes, encore une fois, il faut les comparer avec le même effort d'investigation et notamment d'identification des échelles. C'est-à-dire que la panarchie, ça commence par l'archi, c'est-à-dire par l'architecture ou par la hiérarchie. Donc il faut effectivement au moins trouver un niveau de similitude. Encore, il faut en trouver plusieurs, même s'il n'y a pas une coïncidence, mais parce que le résultat important, ça va être la dynamique entre ces systèmes. D'où vient l'étincelle de changement, s'il y en a, ou d'où vient la contrainte. Est-ce qu'elle vient d'au-dessus? Est-ce qu'elle vient les contraintes peuvent être dans le système basique, on va dire aussi. Enfin. Donc on n'échappe pas à l'idée de faire un diagnostic assez complet, quoi. C'est simple quand c'est présenté comme ça, mais c'est basé sur un sacré paquet d'informations qu'il faut croiser. Donc c'est pas une méthode rapide. Il faut joindre, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut joindre et rendre cohérent une diversité, une grande quantité d'informations. Donc une dynamique locale qui pose... je ne sais pas si la question c'est comment elle est affectée par quelque chose de plus grand, il faut y aller voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie d'examiner. En général, on est intéressé surtout on fait recherche-action. Bon, ça dépend. Enfin, assez souvent, je ne vais pas généraliser, mais assez souvent, ça part d'une question locale. Bon, il y a des projets de recherche-action plus généraux, mais c'est assez local, quoi. Oui, mais il faut absolument lever son nez et connaître et identifier. Pour le moins, c'est pas non plus un balayage exhaustif de tout. C'est-à-dire qu'il faut arriver, c'est là l'expertise. Enfin, il faut arriver aussi à pouvoir retrouver assez vite les niveaux pertinents. Toutes les échelles ne se valent pas. Effectivement, comme disait M. Pérez tout à l'heure, si dans un certain contexte, la famille, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire, il n'y a pas. On ne reste pas cramponné à des échelles. On les définit pour chaque contexte. Et évidemment, quand plus on prend d'amplitude, le champ possible des intervenants possibles, il se multiplie à raison. Là aussi, il faut faire un tri, quoi. Tout n'est pas aussi pertinent. Oui. Oui, je crois que le mot panarchie parle de lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça suppose cette méthode d'emboîtement des échelles. Ça suppose que vous vous placiez où pour pouvoir dire il y a une hiérarchie des niveaux, des échelles d'espace et de temps. Ça suppose que vous êtes un observateur qui est à la fois hors de l'espace observé et hors du temps, ce qui est le schéma de la science classique. Et je me demande si ce schéma est réellement adapté à l'étude des systèmes complexes dans lesquels on est complètement immergé et dont on fait partie. Je veux dire que quand on analyse les conditions épistémologiques d'un tel modèle, eh bien, on s'aperçoit que c'est un modèle qui est en contradiction avec ce qu'il prétend décrire, c'est-à-dire une situation complexe dont on fait partie. Je suis philosophe, c'est pour ça que je complique beaucoup les choses. J'entends bien la question. Je veux dire que le thème panarchie suppose qu'on se place en dehors, qu'on voit un arché. Et c'est cette espèce de vision de nulle part et de nul temps qui me pose problème. C'est pas une exarchie, hein, c'est pas or, c'est pan, ça veut dire toutes. On peut considérer toutes les archies, c'est-à-dire tous les systèmes joints. L'idée est plutôt celle-là, c'est non pas de dire on se met dehors, c'est de dire attention, nous, dans cette approche, on essaye, on s'efforce, on a le but de conjuguer
toutes les hiérarchies possibles sur la question qui nous intéresse. Toutes, non pas en dehors, mais déjà essayer d'avoir donc c'est une idée holiste ou intégrale, non c'est ça plutôt qu'annonce maladroitement le mot de panarchie. C'est plutôt l'idée de dire bon, l'interdisciplinarité c'est ça. C'est le centre, c'est pas quelque chose qu'on... Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui de ce qu'on appelle le scalisme. C'est-à-dire de cette pensée en termes d'échelle qui fait, comme vous le signalez tout à l'heure, qui présuppose qu'on considère que tout est commensurable, que tous les niveaux spatiaux et les niveaux de temps sont commensurables et peuvent être comparés. Et donc il y a beaucoup de critiques du scalisme aujourd'hui sur des bases épistémologiques. Ouais. Et ma réponse serait qu'aux extrêmes de la connaissance, de la science, de la philosophie à la physique, aux extrêmes, sans doute, on peut contester et y trouver d'autres concepts et conceptions. Ici, on parle d'environnement et de société, c'est-à-dire on est dans le monde sensible, celui qui nous préoccupe, de notre quotidien, de cette planète qui fout le camp, c'est ça. Donc à une échelle intermédiaire, en tout cas qui est celle-là, intermédiaire mais qui va de vous à toute la biosphère, c'est déjà assez grand. Ces conceptions-là, elles sont opératoires. C'est quelque chose de ça permet de faire des choses. De faire des choses, c'est-à-dire d'armer, en espagnol on dit armer, comment on dit comment ancrer, mais oui, ancrer des connaissances diverses, c'est-à-dire et de les articuler, pardon. Voilà, de les articuler. Dans un sens pratique, j'allais dire, très pratique. Parce que le monde une partie du monde, la partie qui nous concerne à nous, c'est pas tout le monde non plus, mais une partie, c'est ce monde-là, sensible, et dans ce champ-là, je pense que ça peut fonctionner et être utile, disons. On va prendre une dernière question, le temps que Marc et Marie-Agnès s'installent. Nul doute de toute façon qu'on reviendra, je pense, là-dessus dans la discussion générale. Magali, tu as fait lever la main. Oui, alors ma question risque de solliciter une longue réponse, mais peut-être en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez employé un terme en espagnol, donc on a bien vu que ce modèle, vous comptez l'appliquer à un sujet en particulier, la culture de la quinoa au Chili et Argentine, je crois. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, rentrer donc dans le concret et comment vous l'appliquez à ce sujet-là? C'est bon. Bon, c'est Julien qui m'a saboté ma présentation. Il y avait pas mal de diapos derrière. Voilà, on l'a appliqué. Alors, ici, c'est un exemple parce que il est mis en forme, disons. C'est plus facile que la situation qu'on a examinée l'année dernière où c'est pas encore mis en forme comme ça. La culture de quinoa dans le sud de la Bolivie, ça a été un boom. Donc il y a eu un changement radical de l'usage des terres et de l'économie locale. Et avec beaucoup de cris d'alarme, ils ravagent par appétit du gain, on ravage une ressource naturelle. C'est pas viable, c'est pas durable. Voilà. On a fait donc un travail de diagnostic dans lequel on a vu que les niveaux pertinents par rapport à ce qui se passait sur le terrain, c'était effectivement les décisions des familles, de producteurs, les décisions qu'ils prenaient collectivement au niveau du territoire et le cadre social, on a appelé ça société pour faire vite, la société allant jusqu'aux normes environnementales, internationales, de certification, ces choses-là. Voilà. On a fait un diagnostic pour les années courantes, disons, et puis on a aussi, et ça c'est très important dans une panarchie, c'est le fait de remonter au moins une génération, essayer d'avoir des informations, des documents, des témoignages sur qu'est-ce qui amène la situation présente. La situation présente, donc, c'est celle de, vous voyez, les familles se trouvent en situation intermédiaire. En fait, ça reflète essentiellement le fait que ce sont pas ces producteurs de quinoa, c'est pas des agriculteurs.
Ils sont un peu agriculteurs, mais ils sont beaucoup maîtres d'école, policiers, cordonniers, marchands en ville. Ils sont plus réactifs et ils n'habitent même pas sur le territoire. Ils habitent dans les villes. Donc c'est des systèmes plus réactifs et très mobiles et migratoires. Migration pour de l'air. Le territoire, lui, il n'en peut plus. C'est-à-dire, on est au bout, là. Tout l'espace cultivable a été utilisé. Il n'y a pas d'autre. Et au niveau social, eh ben là, on se cherche. C'est-à-dire que si on prend société dans l'aspect démographie, par exemple, c'est presque impossible de savoir dans cette région si si la région se dépeuple, se repeuple, parce qu'en fait, il y a des mouvements continuels de gens sur les échelles de quelques mois ou de quelques années. Donc, en termes de population, c'est difficile à caractériser. Et les règles, des règles... il y en a, mais il y en a tellement que finalement, il n'y en a pas guère qui marche. En tout cas, il n'y a pas un système de normes pour l'usage des ressources des terres. Il y a des normes qui viennent d'Oxfam, par exemple. Il y a des normes communautaires qui ont été oubliées. Il y a les lois nationales, évidemment. Donc, on est dans une situation qu'on appelle alpha, c'est-à-dire que ça se réorganise en permanence et ça ne débouche pas. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Alors, c'est là qu'en revenant en arrière, on voit qu'à la fin des années 60, eh bien, ces mêmes systèmes, la famille dans sa communauté, dans son environnement social, ces trois systèmes étaient plutôt en position tous de réorganisation. Fin des années 60, il y avait eu des licenciements massifs, on parle vraiment de quelques années là, des licenciements massifs dans les mines, dans les chemins de fer notamment, 15 000 licenciés d'un jour au lendemain dans la compagnie des chemins de fer, les mines pareil. Donc les familles étaient, ces familles qui étaient pluriactives, qui travaillaient là et qui travaillaient très peu pour l'agriculture de fait parce qu'elles n'avaient aucune rentabilité économique, donc ils migraient aussi beaucoup plus longtemps hors de chez eux, donc étaient dans une situation que nous on qualifie de réorganisation. Il fallait se retrouver à comment faire sa vie. Le territoire, c'était pareil, il n'y avait aucune dynamique claire, parce qu'il y avait un abandon agricole. Donc, voilà. Et au niveau social, c'était pareil, c'est-à-dire il n'y avait pas de cadre qui permettait notamment de déterminer l'usage des terres. Et c'est là que, ça n'apparaît pas sur le graphique, mais dans ces situations-là, les dynamiques sont enclenchées à ce moment-là, par ce qu'on appelle ce que les auteurs appellent chance events, des processus peut-être inattendus extérieurs, qui viennent de l'extérieur. Dans ce cas, c'était un seul projet de développement belge qui travaillait avec les mineurs. Donc son public, c'était les mineurs. Les mineurs sont licenciés. Donc ils ne sont pas partis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens? Ils ont vu les mineurs retourner d'abord chez eux. Et donc ils ont dit, on va livrer des tracteurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il y avait trois facteurs comme ça. Le deuxième, c'est que le Pérou a toujours été un grand importateur de quinoa depuis des siècles de cette région. Donc il y avait un marché potentiel là. Même pas potentiel, il se maintenait un peu, mais enfin, il était ce qu'il était. Le troisième élément, je ne me rappelle plus ce que c'était. On va couper. Enfin bref, voilà, il y a eu des événements qui ont déclenché en fait cette dynamique, l'engagement dans une certaine production, une certaine façon de faire, et le fait qu'il n'y ait pas de normes territoriales en vigueur, ça a permis effectivement à des initiatives qui n'auraient pas été prises dans un système traditionnel. Voilà, bon. Ce genre de compréhension que ça nous a permis d'avoir, et donc de signaler que le point crucial, c'était réactiver des normes territoriales, ce qui a été fait effectivement après. Le point clé là, c'était ça, c'était l'accès aux ressources en terre, et non pas la fertilité, comme on le raconte à tout agronome qui se pointe sur le terrain, on va lui dire on a besoin d'engrais. Bon, non. C'était pas le problème. Et voilà. On reviendra sans doute là-dessus dans la discussion générale.